Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de l'œil de Gis. Cette semaine, pas d'analyse tactique ni de contenu vidéo par rapport à des matchs, mais j'ai souhaité faire un épisode un peu particulier où nous allons discuter de comment entourer Angel Reese. En effet, à la suite des déclarations récentes de la jeune superstar du Chicago Sky et quelques questions qui nous ont été posées, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, je trouvais ça assez intéressant de regarder d'un point de vue tactique, mais aussi d'un point de vue construction d'équipe, comment l'entourer pour arriver à l'optimiser pleinement. Dans ce podcast, bien évidemment, je vais exposer mon avis sur la tactique et la construction de l'équipe. Il n'y a évidemment pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au basket, évidemment, et ce n'est très certainement pas ce qui va se passer du côté du Sky. C'est d'ailleurs une de ces raisons qui me fait penser que son avenir se trouve dans une autre franchise. Revenons d'abord sur les faits. Angel Reese, dans une interview rapportée à l'écrit, notamment sur ESPN, a été critique sur la direction sportive du Sky et notamment sur la construction de l'équipe 2025 pendant l'intersaison. Personnellement, je vais tempérer légèrement son discours, car même si ce roster ne peut évidemment pas aller au titre, je reste persuadé que le Sky pouvait faire bien mieux. À mon sens, le problème principal fut l'aspect tactique, avec notamment des formes de jeu et des line-up peu adaptés aux joueuses disponibles, notamment sur la première partie de saison. De plus, la question du choix de Tyler Marsh, sans vraiment aucune expérience de coach principal ni assistant, est évidemment centrale dans ces aspects. Pour rappel, il était au développement des joueuses aux Aces, mais ce n'est évidemment pas le même métier. Loin de moi l'envie de taper gratuitement sur un coach, mais sans expérience de haut niveau à ce poste, il est extrêmement difficile d'avoir des résultats et une approche tactique de bonne qualité. D'ailleurs, on l'a vu régulièrement progresser en cours de saison, comprenant notamment mieux les qualités des deux jeunes joueuses du Sky, Angel Reese et Camilla Cardozo. Mais lorsque l'on veut être rapidement compétitif, comme le front office du Sky l'a annoncé à l'intersaison, c'est relativement absurde de mettre un coach sans expérience. Regardons d'abord cette construction d'équipe 2025 et notamment la line-up qui a débuté la saison. Tyler Marsh est parti avec Courtney Vandersloot, revenu du New York Liberty après un titre, Ariel Atkins, venu d'un trade de pick depuis Washington, Kia Nurse, signé en free agency, Camilla Cardozo et donc Angel Reese. Ma première impression quand je regarde ce 5, c'est que nous avons pas mal de non-shooteuses. J'y reviendrai tout à l'heure, mais tout d'abord, je voulais faire un point sur la notion de spacing qu'on évoque souvent dans le basket moderne, mais qui n'est pas tout le temps bien assimilée. Quand on parle de spacing, l'idée reçue, c'est de résumer une équipe avec beaucoup de spacing, elle prend beaucoup de tirs à 3 points. Alors qu'au final, c'est plutôt l'inverse. Le but du spacing, c'est effectivement d'avoir de la menace à 3 points, mais pas pour en prendre énormément, mais au contraire pour ouvrir des espaces pour aller au panier. Le spacing, c'est avant tout créer de l'espace. On peut évidemment créer de l'espace par de la menace à 3 points, mais pas seulement. Des bons déplacements ou des schémas de jeu appropriés peuvent également créer de l'espace. Et donc, pourquoi aller au cercle? C'est simple, parce que la réussite est plus importante. Nous sommes donc plutôt dans un effet inverse. Les équipes avec du spacing vont au cercle, les équipes sans spacing prennent beaucoup de 3 points car l'accès à la raquette est souvent bouché. Alors bien évidemment, c'est une définition assez théorique de la chose, cela dépend surtout des couvertures défensives des équipes adverses, mais vous avez compris l'idée. Dernière chose importante, le spacing est apporté par les joueuses sur le terrain n'étant pas impliquées autour du ballon. Nous pouvons donc parfaitement donner la balle à une joueuse en absence d'apport de spacing. Après cette petite digression, retour au 5 du Sky qui a débuté la saison et pourquoi je l'ai quantifié avec 4 non-shooteuses. Alors, je vais tout de suite évacuer les cas des deux intérieurs, Angel Reese et Camilla Cardozo, qui ne sont évidemment pas des shooteuses. Donc, en résumé, il est inutile de les positionner dans un corner ou sur des actions de pick and pop pour essayer de créer de l'espace. Sur toute une bonne partie du début de saison, j'ai régulièrement vu Angel Reese dans un corner, un concept qui a juste été absurde. Étudions tout d'abord le spacing apporté par les autres joueuses. Prenons le cas d'Ariel Atkins, où nous avons ici une poste 2-3 qui est une shooteuse fiable et respectée, avec un bon volume en carrière à plus de 36% à 3 points, sachant que pour rappel, la moyenne de la ligue à 3 points est autour de 33%. Donc être au-dessus de la moyenne à plus 3%, c'est quelque chose qui est très positif.
C'est évidemment une menace que les adversaires ne peuvent pas laisser ouverte à 3 points. Ariel possède un excellent catch and shoot et a même un petit pull-up très correct. C'est donc une joueuse qui apporte un bon spacing sans le ballon, puisque les défenses seront obligées de la respecter. Même si sa venue a beaucoup été moquée outre-Atlantique à la suite de la draft de Sonia Citron, le pick qui a 2D Sonia vient de Chicago pour Ariel Atkins, c'est simplement une histoire de contexte de jeu. D'ailleurs, Ariel a fait une saison dans ses standards, à environ 13-14 points par match, avec une efficacité de plus de 2% par rapport à la moyenne de la ligue, sur un usage plus que correct, autour de 22-23%. En résumé, nous avons une porteuse de balle secondaire efficace, qui possède un tir à 3 points et des capacités défensives de très haut niveau. Je maintiens toujours que c'était un excellent recrutement. Enfin, il nous reste les cas de Courtney Vandersloot et Kia Nurse, qui sont légèrement différents. Pour Sloot, nous avons un profil de meneuse gestionnaire, une des meilleures meneuses de l'histoire, avec un passing de génie, mais sans véritable scoring. On est sur environ 19% d'usage, moins de 13 points par match en carrière. C'est un défaut qui l'a un petit peu suivi toute sa carrière et qui n'a jamais permis qu'elle soit une vraie première option, entre guillemets, d'une équipe. Enfin, nous notons un déclin certain depuis 3 saisons, où son efficacité est en baisse. On est environ à moins 5% par rapport à la moyenne. De plus, ses 33% en carrière à 3 points à moins de 3 par match montrent à quel point son tir à 3 points n'est pas vraiment une menace. Pire, sur les 3 dernières saisons, elle n'a shooté qu'à 28% sur un tout petit volume. Ce manque de tir à 3 points implique que sans le ballon, elle n'apportera aucun danger et donc aucun spacing. Et là, nous arrivons au cœur du sujet, la nécessité de la faire jouer avec la balle dans les mains, comme depuis le début de sa carrière. En effet, un autre rôle est tout simplement impossible. La dernière joueuse est Kia Nurse, qu'on identifie souvent comme une ailière shooteuse, mais en réalité, pas vraiment. Si son volume en carrière de 5 par match sur 23 minutes de temps de jeu est un relatif gros volume, l'adresse ne suit pas vraiment avec 32%. Ce n'est évidemment pas catastrophique vu la moyenne de la ligue, mais ce n'est pas non plus suffisant pour ouvrir des espaces au cercle qui seront bien plus rentables. Néanmoins, son volume important à 3 points est intéressant. Par moment, le spacing n'est pas que de l'adresse, mais c'est aussi lié au volume. On peut prendre comme exemple Ryan Howard, qui n'est pas beaucoup plus à droite à 3 points, mais elle en prend tellement dans chaque rencontre qu'elle en devient fortement respectée. Néanmoins, pour Kia Nurse, le volume reste plus faible et donc pas nécessairement suffisant pour créer de la menace. Donc pour conclure sur cette partie de construction d'effectifs et notamment de ce line-up qui a joué beaucoup de minutes avant que Courtney Vandersloot ne se blesse, nous avons presque 4 no-shooteuses. Allez, je suis prêt à vous dire 3,5 avec Kia Nurse, puisqu'elle apporte toujours un peu de spacing par son volume. Mais donc, on aura 4 joueuses qui ne seront pas respectées par les défenses. Et c'est exactement ce qu'on a pu voir en début de saison, provoquant des aides massives dans la raquette, au point de délaisser totalement les extérieurs du Chicago Sky. Même si la construction d'équipe semble aller dans le sens de la déclaration d'Angel, c'est pour moi surtout les formes de jeu et les line-up associés qui n'ont pas fonctionné. Et c'est là que je vais cibler plus particulièrement Tyler Marsh. Comment espérer jouer un basket des années 90-2000 avec beaucoup de recherche de post-up, de roll sur pick and roll, basique au centre du terrain avec une composition sans aucun spacing? C'est simple, c'est impossible, surtout en 2025. Il y a encore quelques saisons, j'aurais tenu un discours légèrement différent, mais la révolution tactique et du jeu, avec les analytiques notamment, est en marche en WNBA. Non seulement les coachs tactiquement progressent, mais aussi on n'hésite plus à défendre les zones les plus rentables du terrain à tout prix. Certaines équipes, comme les Golden State Valkyries par exemple, le Atlanta Dream ou encore le Indiana Fever l'ont particulièrement expérimenté cette saison en proposant des aides très agressives, des dézonages de joueuses pour boucher l'accès au cercle. Je voulais illustrer le manque de spacing qu'on a pu voir en début de saison. Donc là, on est sur une situation, un Chicago contre Indiana, et vous voyez, on a recherché beaucoup un jeu de post-up pour Angel Reese. Angel est là, le ballon a été descendu, et vous voyez la défense que met en place Indiana, parce que la menace, elle est clairement sur Angel Reese, et vous voyez, toutes les shooteuses, enfin les soi-disant shooteuses, sont complètement abandonnées. Courtney Vandersloot est là, Kia Nurse est là, Ariel Atkins est ici, et donc Indiana Fever n'hésite pas à envoyer 5 joueuses autour d'Angel Reese pour éviter de prendre un panier à l'intérieur.
Là, on se rend compte aussi de toute la gravité que génère Angel Reese. Mais quand on a un tel spacing, c'est-à-dire avec des shooteuses qui sont pas forcément respectées du tout, eh ben, c'est très difficile de scorer. Et d'ailleurs, si vous regardez les premiers matchs d'Angel Reese en termes d'efficacité, d'adresse au tir, vous allez vous rendre compte que les pourcentages sont horribles. Et c'est simplement parce que l'équipe manque clairement de spacing et que ce line-up ne fonctionne pas. L'autre point important aussi, c'est la présence de Camilla Cardozo, qui, on l'a dit aussi, n'est pas une shooteuse. Alors, moi je la trouve très pertinente, notamment défensivement. Elle a aussi l'intérêt offensif, mais le problème, c'est quand on joue déjà avec au moins deux joueuses extérieures qui sont pas respectées, et en l'occurrence on voit ici qu'on respecte même pas Ariel Atkins, mettre en plus une autre joueuse grande qui n'a pas de tir, qui ne peut pas stretch le terrain, eh ben on se retrouve encore plus à amener des joueuses autour de la balle. Et là, vous voyez le massacre que c'est. Et ça, Chicago l'a vécu presque jusque la blessure de Courtney Vandersloot, simplement parce que les line-up et les formes de jeu, je maintiens, il n'y a pas que les line-up, il n'y a pas que le fait de jouer avec moins de spacing, avec moins de shooteuses, il y a aussi le fait que les formes de jeu recherchées Angel Reese sur du post-up ou Camilla Cardozo sur du roll, ça facilite le travail des défenses et l'aide défensive. Autre exemple ici, on va illustrer le jeu de post-up qu'a tenté Tyler Marsh en début de saison avec des line-up ne présentant pas assez de spacing. Donc ce qui va se passer ici, on va jouer un post-up pour Angel Reese, mais il y a la présence encore une fois de Camilla Cardozo sur le terrain. Et donc ce qui va se passer, c'est que comme Camilla Cardozo ne peut pas étirer les lignes, n'est pas capable de tirer de loin, et ben quand on joue avec deux intérieurs sur un jeu de post-up, ce qui va se passer, c'est que la joueuse défendue, pas Camilla Cardozo, en l'occurrence Nira Sabali, va l'abandonner pour venir doubler Angel Reese. Et dans ces conditions, c'est littéralement impossible de scorer. Vous allez voir que même ça va se terminer en perte de balle. On voit la demande de post-up, voilà. Vous voyez, ici, Nira Sabali vient complètement en aide. Camilla Cardozo est complètement ignorée au-delà de la ligne à 3 points. Et pourtant, là, ce coup-ci, elle n'est pas ligne de fond. Mais voilà, on fait le travail essentiel, c'est-à-dire on vient protéger l'accès au panier plutôt que de rester sur une joueuse qui ne sait absolument pas, qui n'est pas capable de tirer à 3 points. Donc, et derrière, la perte de balle. Dernière situation de jeu de post-up aussi, où je l'ai trouvé intéressante celle-ci, puisque Angel Reese va réussir quand même à scorer, mais vous allez voir à quel point c'est difficile, et c'est surtout lié à une petite erreur défensive, en l'occurrence de New York et de Kennedy Burke qui se retrouve ici. Donc, à ce moment-là, on a Angel Reese avec la possession de la balle au poste bas. On voit encore une fois que Camilla Cardozo est sur le terrain. Et là, on voit d'ailleurs que dès l'entrée d'action, le spacing n'est pas terrible parce que toutes les joueuses de New York sont sur une même ligne, donc ça amène beaucoup de monde dans la raquette. Ensuite, on voit là, à tel point que les joueuses du Sky ne sont absolument pas respectées et qu'on préfère défendre le cercle. Rebecca Allen est oubliée, Rachel Banham est défendue par Sabrina Ionescu parce que c'est une shooteuse fiable, et Tasha Claude quand même est à l'opposé, se méfie d'Ariel Atkins. Encore une fois, je vous ai dit, Ariel Atkins, c'est quand même une joueuse qui est respectable et respectée à 3 points. Par contre, on a quand même surtout Camilla Cardozo et aussi Rebecca Allen qui peut mettre des tirs, mais pas forcément sur des gros volumes. Donc dans ce cas-là, ça devient un peu difficile. Et là, vous voyez, il y a littéralement un mur de 3 joueuses, Jonquel Jones, Kennedy Burke et Leonie Fibic, qui empêchent l'accès au panier. Il se trouve qu'Angel Reese va réussir à passer entre les deux parce que Kennedy Burke va faire une petite erreur, elle va faire un petit pas vers l'avant. Voilà. Là, on voit le petit pas en avant parce qu'elle a eu peur du retour de passe. Donc Angel Reese n'est plus vraiment en 1 contre 1 et dans ce cas-là, ça va lui ouvrir l'accès au cercle. Tasha Claude ne peut pas venir puisqu'il y a le danger de tir d'Ariel Atkins à l'opposé, mais on voit quand même à quel point c'est difficile de jouer de ce genre de play, et honnêtement, si Kennedy Burke n'avait pas fait l'erreur de revenir un tout petit peu, juste un pas sur Rebecca Allen, le panier n'aurait pas été scoré. Je vais vous mettre la fin de l'action, mais c'est vraiment difficile de marquer. Nous venons de voir les couvertures défensives adverses face au Chicago Sky sur du jeu de post-up sans spacing. Et si, comme je vous disais tout à l'heure, vous regardez la production offensive d'Angel Reese, notamment sur le début de saison, vous allez voir une énorme inefficacité au tir. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la raison, elle est extrêmement simple. C'est impossible de scorer dans des conditions avec des prises à 2, à 3, voire à 4 par moment, comme on a vu sur la première image. On pourrait se dire que ce type de défense va pouvoir engendrer un peu de punition à 3 points,
Mais sur cette période, le Sky n'a pu rentrer que 29% de ses paniers à 3 points, montrant encore une fois que ce line-up à gros minutage et ce style de jeu de post-up ou de roll-up panier n'était vraiment pas la solution. Ce line-up ou ce style de jeu est-il réellement viable? La question reste difficile, mais je pense qu'avec des phases de jeu un peu plus modernes que simplement du post-up ou du pick and roll central, on aurait pu l'optimiser un peu mieux. Par exemple, exécuter des pick and roll avec un corner vide pour libérer plus d'espace, ou se servir des qualités de passing de Camilla Cardozo ou d'Angel Reese sur du jeu de main à main, de façon à faire sortir une intérieure défensive de la raquette. Et c'est là pour moi que Tyler Marsh n'a pas été assez créatif sur ce début de saison. Autre exemple, éviter de jouer des pick and roll trop bas et trop proches de la ligne à 3 points, ce qui facilite énormément les aides défensives. Néanmoins, même avec des phases de jeu libérant un peu d'espace, ce style et ces line-up avaient tout de même peu de chances de fonctionner. J'aurais préféré un danger de plus à 3 points, genre par exemple Rachel Banham, pour enlever une des deux grandes, ou alors pour remplacer Courtney Vandersloot. En effet, comme dit précédemment, la présence de Sloot l'oblige à porter la balle. Et donc, il faut absolument que ça soit Angel ou Camilla Cardozo qui ne soient pas sur le terrain à ce moment-là pour obtenir plus de spacing. En résumé, les options jouables, selon moi, auraient été soit Sloot plus Angel plus 3 shooteuses, ou éventuellement Sloot, Camilla Cardozo plus 3 shooteuses. À la décharge de Tyler Marsh, il a sans doute peu voulu expérimenter les line-up sans Angel et Camilla en même temps, craignant pour l'aspect défensif. Et je peux totalement l'entendre, mais dans ce cas, il fallait être soit plus inventif sur les schémas de jeu, soit de temps en temps se passer de Courtney Vandersloot et mettre Angel Reese plus au centre de la création. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé par la suite, mais cela fut un choix un peu subi. En effet, la blessure de Sloot a permis de mettre Angel Reese au cœur de la création. Ce fut pour moi la petite éclaircie de la saison du Sky. En effet, ceux qui suivent Angel depuis son jeune âge savent qu'elle a joué meneuse au lycée et donc possède des qualités de passing, de handle et de lecture de jeu bien au-dessus de la moyenne pour les joueuses de sa taille. En quelque sorte, nous sommes sur un profil de Baby Alyssa Thomas. Cette création d'Angel Reese s'est traduite par deux aspects. En mode hub offensif, au poste haut, création sur du main à main, du jeu high-low avec Camilla Cardozo, du passing sur des cuts au cercle. En résumé, toute l'exploitation de son passing. Les statistiques le montrent d'ailleurs, puisqu'en un an, elle est passée de 9% d'assist percentage à 22%. Et enfin, le deuxième aspect, c'est la création sur son drive. Nous voyons actuellement des séquences de haut niveau, que ça soit au passing et au drive. De plus, même si elle manque encore un peu de finition au cercle, 52%, elle a une telle capacité à provoquer des fautes, 94e centile, ou à prendre des rebonds offensifs, 99e centile, que ce petit manque de réussite ne se fait pas sentir. Mais pour développer ce jeu, il faut accepter le fait qu'Angel Reese soit une grande porteuse de balles. Autre point intéressant, elle n'est assistée au scoring cette saison que sur 60% de ses paniers. C'est dans le 71e centile, c'est-à-dire mieux que 71% des joueuses de la ligue. Elle commence à rentrer dans les volumes de création primaire de scoring. Nous ne sommes évidemment pas au niveau des extérieurs comme Caitlin Clark, Kelsey Plum ou encore Paige Bueckers, mais pour une intérieure, elle n'est pas du tout dans le rôle habituel de la finisseuse où on est plus sur des volumes de 85-90% de paniers assistés. Dernier point statistique, et après j'arrêterai un petit peu les chiffres, mais pour rappel, Angel Reese cette saison a augmenté son efficacité. Elle est passée de moins 14% à moins 1% par rapport à la moyenne de la ligue. C'est juste monstrueux, une augmentation de 13% d'efficacité sur une saison. Son passing aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, 9% à 22%. Et elle a aussi augmenté son usage. Alors certes, pas de façon énorme, de 23% à 25%. Mais augmenter l'usage, donc augmenter entre guillemets le curseur de scoring, tout en augmentant autant son efficacité, c'est juste exceptionnel. De plus, son ratio de playmaking, donc ça c'est à quel point elle fait des passes par rapport à quel point elle score, est passé donc de 0,42 à 0,87. C'est-à-dire qu'elle est presque à l'équilibre, autant passer que scorer. Individuellement, son année 2 est exceptionnelle en termes de progression.
Elle est selon moi bordure All-WNBA Team, tout en ayant toujours l'apport défensif, que ça soit sur le playmaking défensif, la polyvalence, où elle peut switcher sur plein de profils et même effectuer du drop. Donc on est vraiment sur un profil de joueuse hyper complète qui pour moi est bordure effectivement top 10, top 12, top 15 meilleure joueuse de la ligue. Après, tout dépend de d'où on met le curseur sur certaines valeurs, sur certaines choses, mais elle est vraiment proche de ça. Alors évidemment, elle sera pas All WNBA Team vu le classement de Chicago, puisqu'on sait comment marchent les trophées, mais honnêtement, sur le talent individuel, ce qu'elle propose individuellement, il n'y a vraiment pas photo pour moi. Enfin, dernier avantage de positionner Angel comme porteuse de balle, c'est d'annuler son manque de spacing. En effet, en portant le ballon, elle ne ramènera pas de défenseur en position d'aide. Ce changement de rôle permettra de garder également Camilla Cardozo sur le terrain, permettant de rendre la défense de Chicago viable. En effet, Camilla est excellente en protection de panier et Angel peut se déployer un peu off-ball ou sur du switch défensif. Alors, si tout est aussi bien que ça sur la deuxième partie de saison, pourquoi cela n'a pas fonctionné aussi bien au niveau des résultats avec la blessure de Courtney Vandersloot? Avant de détailler, il est important de préciser qu'Angel a manqué une dizaine de rencontres sur la période. Sans cette blessure, je pense que le Sky aurait eu un bilan bien plus flatteur. En effet, sur les 12 rencontres manquées par Angel cette saison, le Sky n'en a remporté qu'une et perdu 11. C'est dire l'importance de sa création sur la deuxième partie de saison. Pour en revenir au sujet de fond, la réponse est selon moi assez simple et elle réside sur deux facteurs. Notamment le manque d'optimisation du roster, comme on a parlé un petit peu, ça manque un peu de shooteuses, etc. Et surtout pour moi, le manque de schéma de jeu pour justement l'optimiser comme une porteuse de balle. Sur le manque d'optimisation, on en a déjà beaucoup parlé pendant le podcast. Si on veut obtenir de l'espace pour qu'Angel puisse aller au cercle, il lui faut des shooteuses autour. L'exemple parfait est Phoenix avec Alyssa Thomas. Ainsi, les couloirs de drive, quand elle sera en possession de la balle, vont s'ouvrir. Et si l'accès au cercle reste verrouillé, Angel pourra parfaitement sortir les ballons à 3 points pour punir ses choix défensifs. De la même manière, pour profiter de son passing, notamment au poste haut, si le Sky possède des shooteuses respectées, cela permettra d'avoir des possibilités de coupe au cercle ou pour utiliser Camilla Cardozo et sa taille au poste bas. Même si l'effectif autour d'elle en 2025 n'est pas optimisé, Tyler Marsh aurait pu mettre en place des schémas de jeu pour optimiser sa création. En regardant les matchs du Sky, on se rend compte qu'Angel a su se créer du drive, mais pratiquement exclusivement sur du 1 contre 1. Ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel, tellement c'est difficile de scorer sur du pur 1 contre 1. Je vois deux schémas de jeu assez simples pour lui faciliter la vie en tant que porteuse de balle. Tout d'abord, le pick and roll inversé et ensuite le pick and roll entre grandes. L'intérêt du pick and roll inversé, c'est de pouvoir créer du chaos autour du drive d'Angel Reese. En effet, sur un pick and roll classique, petite et grande, les intérieurs sont habitués de faire les couvertures défensives, que ce soit du drop, du edge. Mais en inversant le pick and roll, ce sont les extérieurs qui doivent les faire. Et très régulièrement, elles n'ont soit pas le vécu, soit tout simplement pas les qualités physiques pour le faire. Ce type de schéma va provoquer 3 réactions défensives. Soit le switch défensif, avec une création de mismatch pour Angel Reese avec une joueuse plus petite sur elle, soit venir à 2 sur la balle et laisser toute seule la joueuse extérieure qui aura pu aller au pick and pop, donc un tir à 3 points complètement ouvert, soit provoquer de l'aide pour lui boucher l'accès à la raquette, et nous en revenons au besoin de menaces à 3 points pour punir ses choix défensifs. J'ai tendance souvent à rappeler que ce type de schéma de pick and roll inversé est presque impossible à défendre quand on possède les bons éléments tellement cela offre du chaos. Ainsi, j'aurais aimé voir cette saison des pick and roll inversés, Angel Reese à Ariel Atkins ou Angel Reese Rachel Banham, pour profiter à la fois de la menace de drive d'Angel, mais aussi de la menace de tir d'Ariel ou de Rachel. Je vais pas vous mentir, on en a vu quelques-uns, notamment avec Rachel Banham. Mais ce fut quelques exemples. Et d'ailleurs, des exemples qui ont souvent scoré. Mais voilà, on a eu un petit volume et c'est bien insuffisant pour créer suffisamment de scoring et remporter des matchs. En revanche, pour tempérer un peu la critique concernant Tyler Marsh, il faut aussi que les joueuses extérieures soient capables de poser les écrans. Si vous voulez plus d'explications tactiques sur le pick and roll inversé, n'hésitez pas à regarder l'œil de Gis sur l'attaque de Phoenix autour d'Alyssa Thomas. L'autre schéma intéressant à jouer, c'est le pick and roll entre grandes.
En effet, un pick and roll très haut sur le terrain, et pas au niveau de la ligne à 3 points, entre Angel Reese et Camilla Cardozo, aurait permis souvent d'éloigner la protectrice de cercle de la raquette, vu qu'elle va être impliquée dans le pick and roll. En cas de switch défensif, car on va être sur une grande, donc pas forcément de création de mismatch, Angel aura tout de même l'avantage de sa vitesse et de mobilité pour attaquer le switch en drive. De plus, si le pick and roll est posé très haut, l'aide sera beaucoup plus difficile à mettre en place. Néanmoins, une défense de drop de l'intérieur pourrait compliquer ce schéma vu qu'Angel ne possède pas la menace du tir. Mais cela reste un schéma offensif intéressant à creuser en fonction des adversaires présents sur le terrain. Enfin, Angel Reese possède aussi cette capacité à rester des deux côtés du pick and roll, soit en tant que porteuse de balle ou en tant que poseuse d'écran. C'est un avantage certain si toutefois, à l'avenir, elle serait aux côtés d'une porteuse de balle extérieure de très haut niveau. Dernière partie du podcast, essayons maintenant de voir les projections possibles pour 2026 au niveau d'Angel Reese. Alors pour commencer, regardons quel profil de joueuse. Même si l'avenir d'Angel Reese à Chicago est pour moi de plus en plus incertain, je pense qu'en l'impliquant dans le processus de recrutement, peut-être aussi changer le coach, et en lui associant des bons profils autour de sa création, sont des axes essentiels pour la conserver. Au niveau des profils, j'ai été assez clair sur ce podcast, elle aura besoin à la fois de schémas de jeu particuliers, ça c'est lié au coaching staff, mais également des joueuses apportant du spacing. Or, l'opportunité est belle puisqu'avec la négociation du nouveau CBA, toutes les joueuses vétérans de la ligue sont free agent. Mieux même, le Sky aura un pic de loterie en 2026 et ces deux jeunes joueuses sous contrat rookie, ce qui veut dire de l'argent sous le cap pour essayer de recruter. Angel a explicitement proposé son aide pour recruter des stars, mais honnêtement, je ne partirai pas forcément dans cette optique. Vu ses qualités, il faut surtout lui associer les joueuses les plus complémentaires possibles. La construction pourrait être d'ailleurs assez similaire à celle du Mercury. Oui, je sais, je recommence sur la comparaison avec Alyssa Thomas, mais les deux joueuses se ressemblent tellement que c'est hyper tentant. Dans le cas du Sky, je garderai bien évidemment Camilla Cardozo, en premier lieu pour sa défense du cercle, mais aussi pour sa pose d'écran et sa capacité au rebond. Enfin, même si sa finition au cercle est moyenne pour sa taille et son profil, à peine 61%, elle a tout de même pris 4 points cette année. C'est donc une finisseuse correcte au panier et en optimisant un peu le spacing, elle devrait être capable d'augmenter son efficacité. Ensuite, Ariel Atkins reste pour moi un profil hyper intéressant, avec de la menace de tir, une porteuse de balle secondaire et de la défense. C'est un véritable couteau suisse que je garderai sans difficulté. À mon avis, les changements devront être faits autour de ces trois joueuses. Et pour cela, je partirai sur des profils pour libérer des espaces au panier. Des joueuses par exemple role-players comme Sammy Whitcomb, Bridget Carlton, Carly Samuelson, Lexi Hull, Leonie Fibic ou pourquoi pas Emi Okonko aussi qu'on a vu récemment du côté des Wings, seraient à mon avis des profils parfaits avec du danger et de la menace à 3 points. Puis j'irai sur un profil de deuxième porteuse de balle, un peu plus référencé, capable de jouer à la fois de temps en temps avec le ballon, en complément d'Ariel Atkins, pendant qu'Angel Reese se repose, ou aussi sans le ballon, en apportant du spacing, pendant qu'Angel est au cœur de la création du jeu. En résumé, des profils comme Marine Johannes, Cecilia Zandalazini, Jackie Young ou Ryan Howard par exemple seraient vraiment un plus. Enfin, il y a le cas Courtney Vandersloot. Et là, que faire? Les déclarations de Sloot ont été assez limpides. Je veux revenir de ma blessure et jouer un rôle majeur. La grande question, selon moi, porte ici. Avec quel rôle? Car, honnêtement, construire autour d'une porteuse de balle de 37 ans, au retour d'un ligament croisé antérieur du genou, avec un déclin qui se fait sentir maintenant depuis 3 saisons, ne me semble pas être la bonne idée pour la compétitivité du Sky. En revanche, si Sloot accepte un rôle en sortie de banc, avec des minutes limitées pour diriger le jeu de la seconde unit par exemple, je trouverais ça très bien, en plus d'amener de l'expérience. Par contre, si c'est pour lui donner un énorme minutage et donc le ballon entre les mains, je ne la conserverai pas. Je ne m'en suis pas caché, j'ai l'impression que le divorce est bien entamé entre le Sky et Angel Reese. Je voulais donc terminer ce podcast sur les destinations où j'aimerais la voir évoluer en fonction de ce que nous venons d'évoquer sur les qualités de son profil. Même si les effectifs la saison prochaine sont très incertains avec la Free Agency 2026, je vais partir sur l'hypothèse que les équipes n'évolueront pas tellement, en tout cas au niveau des stars de la ligue. En effet, j'ai du mal à voir Angel dans une équipe très compétitive avec déjà plusieurs porteuses de balles. Mais j'ai ciblé quand même 3 équipes où
je pense qu'elle serait parfaite. Tout d'abord, les Golden State Valkyries. Après une première saison très réussie, les Valkyries pourraient se mettre sur le dossier. En manque de première option, notamment la création, Angel pourrait devenir la tête de gondole et combler une partie des lacunes offensives tout en ne descendant pas le niveau défensif de l'équipe qui reste l'identité. Imaginez une Angel Reese dans un excellent spacing avec des joueuses comme Cecilia Zandalazini, Iliana Rupert et Janelle Salin. Les Valkyries auraient des options de jeu de 5 out et le drive d'Angel pourrait être facilement déverrouillé. Veronica Burton pourrait être également parfaite dans un rôle de deuxième porteuse de balle. La question qui se pose ensuite, c'est le package. Si les Valkyries se décidaient à se mettre sur le dossier, il faudrait très certainement lâcher plusieurs jeunes et actuellement elles ne possèdent pas de pics supplémentaires autres que les leurs. Si c'est pour faire venir Angel et perdre 2 pics et 2 joueuses importantes, la démarche se comprend déjà un petit peu moins. L'équipe numéro 2 où je pourrais voir Angel Reese atterrir, c'est les Mystics. Car depuis plusieurs saisons, cette équipe navigue dans le ventre mou de la ligue. Comme elles n'ont jamais vraiment accepté le tanking et la reconstruction suite au titre de 2019, elles se retrouvent régulièrement avec des pics, mais soit en bordure ou en fin de loterie. Elles ont donc un paquet de jeunes joueuses intéressantes, mais elles sont en manque d'une vraie première option. Angel Reese pourrait devenir également la tête du projet. Les Mystics ont récupéré des pics de draft lors des échanges d'Alia Edwards et de Britney Sykes. Ces assets pourraient former un beau package en incluant par exemple 2 autres jeunes joueuses dans le trade. Le point noir, c'est le cas autour de Kiki Ariafen. L'ex-joueuse de USC a fait une première saison intéressante au scoring, mais son profil d'intérieur sans protection de cercle et avec une défense moyenne de périmètre oblige les Mystics à faire évoluer une autre intérieure à ses côtés en la personne de Shakira Austin. Si Washington se décidait à activer le bouton trade pour Angel Reese, il me semble inconcevable de conserver Iriafen pour des questions de line-up et de minutage. Kiki Iriafen serait une belle contrepartie dans le trade, mais comme le front office des Mystics semble vouloir la développer, la venue d'Angel me semble moins probable. La dernière équipe qui me semble être bien en place aussi pour éventuellement activer le bouton trade pour Angel Reese, c'est les Dallas Wings. En effet, l'équipe actuellement possède le plus d'assets de draft, de nombreuses jeunes joueuses sous contrat et un besoin important sur le secteur de jeu. Cette saison, Kirk Miller a déconstruit tout l'effectif des Wings, anciens et nouveaux, en activant le bouton trade pour entamer la reconstruction autour de Paige Bueckers. Du fait de ces trades, les Wings ont accumulé des jeunes joueuses, Ellie Jones, Diamond Miller par exemple, et ont de nombreux pics de draft. Elles pourraient offrir par exemple un package avec 2 pics de premier tour 2027, un pic de second tour 2026 et 2 à 3 jeunes joueuses à développer pour obtenir les services d'Angel Reese. Autant vous dire que voir une association Paige Bueckers-Angel Reese fait saliver tellement les deux pourraient être très complémentaires. Les capacités sur pick and roll des deux, en tant à la fois porteuse de balle ou poseur d'écran, seraient pour moi dévastateurs. Si en plus on ajoute le pick 3, top 3 quoi qu'il arrive en 2026, les Wings feraient un bond important dans la compétitivité. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'œil de Gis un peu particulier. N'hésitez pas à l'avenir à me dire si ce type de format vous intéresse. Revenir pourquoi pas sur des profils de joueuses comme ça, voir comment on pourrait entourer tactiquement ou comment on pourrait optimiser des joueuses. C'est toujours très intéressant de vous lire, de aussi voir vos retours par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à partager, à liker la vidéo et puis j'attends vos commentaires. Allez, ciao!